Ma fiancée m'a planté devant l'hôtel avec un simple post-it disant que son véritable amour était de retour. Je suis partie en silence. Avant la fin de la semaine, son idylle de conte de fées a implosé devant tous ceux qu'elle essayait d'impressionner. J'ai 29 ans. Je travaille comme ingénieur en génie civil pour un cabinet régional à Lyon. J'ai obtenu mon diplôme à l'INSA. Je me suis installée à Lyon après mes études et j'ai passé les 7 dernières années à me construire une vie solide. Je possède une petite maison à mes yeux, je conduis une Peugeot 3008 entièrement payée, et globalement, ma vie est bien rangée. Ce n'était pas une vie clinquante, mais elle était stable, j'avais un bon poste à concevoir des réseaux d'assainissement et des projets routiers. Des amis solides rencontrés en école d'ingénieur et des loisirs qui m'occupaient bien. Le samedi pour le bricolage et le dimanche pour le VTT dans les Monts d'Or, c'était simple et prévisible. Puis j'ai rencontré Léa au mariage d'un ami à l'été 2020, elle était demoiselle d'honneur et j'étais témoin. C'était une fille superbe aux cheveux au burn et aux yeux verts, le courant est tout de suite passé pendant la réception. Elle était professeure des écoles en CM1, elle adorait la randonnée et affirmait valoriser la stabilité. Après des années à sortir avec des femmes qui traitaient les relations comme des passe-temps, elle semblait parfaite. Notre premier rendez-vous s'est fait au Mont Pilat, on a passé 4 heures à parler de famille, d'objectifs de carrière et de plans sur 5 ans. Elle voulait le mariage, les enfants, la maison, tout s'alignait. Au bout de 3 mois nous étions inséparables, elle vivait pratiquement chez moi. On commençait à parler d'emménagement officiel, ses parents m'ont tout de suite adopté. Son père Jean-Pierre était un expert comptable semi-retraité qui fabriquait des meubles. Il m'a appris l'ébénisterie et m'a aidé à rénover mes meubles de cuisine, sa mère Martine me traitait comme son propre fils. M'envoyant toujours chez moi avec des petits plats préparés. Il disait à Léa quelle chance elle avait et faisait des allusions sur les bagues de fiançailles et les futurs petits-enfants. J'aimais sincèrement ces gens, au printemps 2022, j'ai su que je voulais l'épouser. J'ai dépensé 7500 € pour une bague en platine avec un diamant de teint. 2 carats que j'avais fait dessiner sur mesure pour correspondre à son tableau Pinterest secret. J'ai fait ma demande en octobre 2022 au coucher du soleil sur un belvédère que nous adorions, elle a pleuré. A dit oui et a appelé sa mère immédiatement, c'était des fiançailles parfaites. On a commencé à organiser le mariage tout de suite car elle en rêvait depuis ses 7 ans. Elle a choisi ses couleurs en 3 jours et le domaine dans le Beaujolais a été réservé en 2 semaines. La date a été fixée au 20 mai 2023. Tout était prévu à la minute près, la pièce montée, le photographe, le DJ, les fleurs, le traiteur, tout était bouclé. Ce mariage allait être impeccable, mais environ 6 semaines avant le grand jour, les choses sont devenues bizarres, Léa est devenue distante. Elle consultait son téléphone sans arrêt et rentrait tard avec des excuses vagues sur des réunions pédagogiques, puis son ex du lycée, Mathis, est revenu s'installer à Lyon. Ils étaient sortis ensemble au lycée et pendant leur première année de fac avant qu'ils ne partent tenter sa chance à Paris. Elle disait qu'ils avaient cette connexion profonde qui n'avait jamais disparu, elle a mentionné nonchalamment en préparant les invitations. Disant que comme nous invitions son groupe d'amis du lycée, nous devrions aussi l'inviter lui. C'était un signal d'alarme mais je ne voulais pas paraître peu sûre de moi alors j'ai accepté. Elle m'a dit qu'ils avaient pris un café pour rattraper le temps perdu, puis les cafés sont devenus des rendez-vous réguliers, puis des déjeuners. Puis elle l'aidait à déballer ses cartons et lui donnait des conseils pour son boulot, elle lui envoyait des SMS sans arrêt avec un sourire étrange. Elle a arrêté de prendre l'initiative physiquement et sursautait quand j'essayais de la serrer dans mes bras. 3 semaines avant le mariage, elle m'a lancé. Est-ce que tu te demandes parfois si on se marie pour les bonnes raisons? Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu, est-ce qu'on fait ça parce qu'on ne peut vraiment pas imaginer la vie l'un sans l'autre ou parce qu'on aurait trop honte d'annuler? Maintenant, elle a fini par avouer que Mathis lui avait dit que les gens se contentaient de la sécurité par peur de poursuivre la passion. Mathis a dit quoi? Elle est devenue défensive, disant qu'il discutait juste de choix de vie. J'ai souligné que son ex n'était pas le meilleur conseiller conjugal 3 semaines avant notre mariage. Elle m'a traité de possessif et je l'ai accusé d'infidélité émotionnelle. On ne s'est pas parlé pendant 2 jours, quand elle est revenue. Elle s'est excusée en disant qu'elle était juste stressée et que tout irait bien après le mariage. Je voulais la croire. Je me suis convaincue que c'était juste la peur de l'engagement amplifié par un ex opportuniste arrivé au pire moment. Le dîner de répétition a eu lieu le vendredi soir avec 40 personnes, les 2 familles et les témoins, tout s'est bien passé. Les discours étaient émouvants, mais Léa n'a presque pas touché à son assiette. Elle vérifiait son téléphone sans arrêt en disant qu'elle ne se sentait pas très bien, sans doute les nerfs, de retour à la maison. Elle était silencieuse tout le trajet. J'ai entendu son téléphone vibrer sur la table de nuit pendant qu'elle était dans la salle de bain et j'ai vu un message de Mathis. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Tu n'as pas à aller jusqu'au bout de quelque chose qui ne te semble pas juste, je pense ce que j'ai dit, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai reposé le téléphone sans rien dire, elle s'est couchée en me tournant le dos, j'ai à peine dormi, le samedi matin. Elle est partie tôt pour se préparer avec ses demoiselles d'honneur au domaine. Elle m'a embrassé sur la joue en me disant qu'on se verrait à l'hôtel et qu'elle m'aimait, j'ai passé la matinée avec mes témoins, coiffeur, douche, costume, j'étais dans un état second, la cérémonie était prévue à 15 heures, les invités sont arrivés à 14h30. J'étais dans une petite salle à ajuster ma cravate pour la 100e fois. À 14h50, la coordinatrice est entrée pour dire que tout était prêt.
Les demoiselles d'honneur se mettaient en place. Mon cœur battait à tout rompre. À 14h55, j'ai pris ma position devant l'autel. Le quatuor à cordes jouait, il y avait des fleurs partout. Les demoiselles d'honneur ont commencé à descendre l'allée une par une dans leur robe bleue, j'attendais de voir Léa. Mais les portes restaient fermées, la musique a changé pour la marche nuptiale, tout le monde s'est levé, mais la mariée n'apparaissait pas. La musique tournait en boucle et les invités commençaient à chuchoter. Je me sentais comme un idiot dans mon costume à essayer de garder mon sang-froid. Après 2 minutes de musique sans mariée, tout s'est arrêté. La coordinatrice est revenue avec un visage décomposé. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu un petit post-it jaune en disant tout bas « Je suis tellement désolée », c'était l'écriture de Léa. « Je ne peux pas faire ça. Mathis et moi partons ensemble, c'est mon véritable amour et je ne peux pas t'épouser en sachant cela. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, dis-le à tout le monde. » Un post-it devant 150 invités. J'ai lu le mot 2 fois pour être sûr que je n'hallucinais pas. J'ai levé les yeux vers la foule qui me regardait avec pitié. Ses parents au premier rang semblaient mortifiés et les miens étaient prêts à exploser de rage. Au lieu de faire une scène, j'ai plié le post-it. Je l'ai mis dans ma poche et je me suis tournée vers l'assemblée. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Léa a décidé de poursuivre d'autres options. Je vous remercie d'être venu et je suis désolée pour votre temps. La réception est déjà payée. Alors s'il vous plaît, restez pour profiter du buffet et du bar. Ne gâchons pas le travail du traiteur. Je suis sortie. Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi me changer avant de prendre un sac et de filer au chalet de mon pote Marc dans le Vercors. J'ai envoyé un SMS à mon témoin pour dire que j'avais besoin de quelques jours et j'ai éteint mon téléphone. J'ai passé 4 jours coupés du monde à couper du bois et à faire de longues randonnées. J'ai réalisé que Léa m'avait rendu service en me montrant sa vraie nature avant que nous soyons légalement liés. La colère est venue au 4e jour, une colère froide face à l'audace de son geste. J'ai rallumé mon téléphone le jeudi après-midi et j'avais des centaines de messages, mes parents, mes amis. Et surtout les parents de Léa qui étaient dévastés. Jean-Pierre m'avait écrit qu'il avait honte de sa fille et que je serais toujours de la famille pour lui. Mais le plus incroyable, c'est que Léa et Mathis s'étaient pointés à la réception le soir du mariage. Mon témoin m'a raconté qu'ils étaient arrivés vers 16h30 comme si de rien n'était. Elle avait troqué sa robe de mariée pour une petite robe d'été et lui était en jean, ils se sont mis dans la file du buffet. Jean-Pierre a explosé de rage en hurlant au manque de respect. Martine pleurait et Mathis a essayé de se justifier en parlant de « suivre son cœur », avant que Martine ne lui balance un petit pain à la figure. La sécurité a dû les escorter dehors alors que Léa essayait de faire un discours sur le bonheur d'avoir trouvé son véritable amour. Apparemment ma tante a même jeté son verre de punch sur elle, l'ambiance était passée de funérailles à une célébration de ma liberté. Les jours suivants, Léa a commencé à m'envoyer des mais car j'avais bloqué son numéro. Elle disait que ce qu'elle vivait avec Mathis était rare et beau, que j'étais quelqu'un de stable mais qu'elle avait besoin de passion. Elle se plaignait que tout le monde se soit détourné d'elle, j'ai tout supprimé sans répondre, 3 semaines plus tard. La réalité a rattrapé leur conte de fées. Mathis a perdu son boulot car son poste a été supprimé lors de coupes budgétaires et Léa s'est retrouvée au chômage car elle avait démissionné d'eux. L'école en plein mois de mai, ce qui est un suicide professionnel, personne ne voulait plus lui parler à son ancienne école. Les profs étaient furieux qu'elle ait abandonné ses élèves juste avant la fin de l'année. Ils se sont retrouvés tous les deux sans emploi dans un petit appartement à la Croix-Rousse. Elle postait des photos surjouées sur Instagram pour prouver leur bonheur mais les commentaires étaient brutaux. Puis le karma a frappé quand l'ex-petite amie de Mathis qui vivait à Paris a découvert l'histoire. Il s'est avéré qu'il ne l'avait quitté que 2 mois auparavant en lui disant qu'il faisait juste une pause. Elle a publié des preuves montrant qu'il lui tenait exactement le même discours sur l'âme sœur qu'Aléa. Mathis était un manipulateur qui utilisait un script bien rodé. Léa a découvert qu'il était toujours sur des applis de rencontres et qu'il draguait même une de ses anciennes demoiselles d'honneur. Ils ont eu une dispute monumentale. La police est intervenue et Mathis a déguerpi en la laissant seule avec un loyer qu'elle ne pouvait pas payer. Elle a fini par retourner vivre chez ses parents qui l'ont accueillie par pitié mais avec une froideur totale. Elle a réussi à m'appeler d'un numéro inconnu pour pleurer et me dire qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Je l'ai écoutée 30 secondes avant de lui dire que je n'étais plus son soutien émotionnel et que c'était à elle de gérer les conséquences de ses actes. J'ai raccroché et j'ai ressenti un immense soulagement, j'ai repris le sport. Je me suis plongée dans un nouveau projet d'autoroute au boulot et j'ai rejoint un club de VTT où j'ai rencontré Chloé en septembre. Elle est biologiste, elle est directe et n'aime pas les drames. Notre premier rendez-vous était une randonnée nocturne et c'était parfait. En janvier 2024, j'ai été promue directeur de projet avec une grosse augmentation. Je me suis acheté un nouveau 4x4 et Chloé et moi nous sommes installés ensemble dans une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Léa, quant à elle, travaille maintenant dans un Starbucks car aucune école ne veut la recruter. Elle a essayé de se fiancer à nouveau avec son gérant après 4 mois mais ça a aussi capoté. Elle m'a rappelé une dernière fois pour me dire qu'elle comparait tout le monde à moi. Je lui ai répondu que j'avais choisi une femme qui me choisissait chaque jour en retour et j'ai raccroché. J'ai passé le 14 juillet chez Jean-Pierre et Martine pour un barbecue car nous sommes restés très proches. Ils adorent Chloé et m'ont dit qu'ils étaient heureux que j'ai enfin trouvé quelqu'un de solide. Léa est partie tenter sa chance dans une autre ville, mais sa réputation la précède partout. Quant à moi, je n'ai jamais été aussi heureux.
J'ai réalisé que ce post-it jaune était en fait le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Mathis lui donnait ce que je ne pourrais jamais lui offrir, disait-elle, tout le monde dans sa vie s'était retourné contre elle. Ses parents ne lui adressaient plus la parole, ses sœurs la trouvaient monstrueuse et ses amis prenaient mon parti. Mais pour elle, seul Mathis comptait et cela en valait la peine, car le véritable amour valait tous les sacrifices. Elle espérait qu'un jour je comprendrais et que nous pourrions rester amis, affirmant que je n'étais pas une mauvaise personne, Julien. Mais que je n'étais simplement pas ça. Personne alors que Mathis l'était, j'ai lu tout cela sans rien ressentir avant de tout supprimer. Mes amis voulaient partir en guerre pour moi, ils voulaient crever les pneus de la voiture de Mathis. Laisser des avis atroces sur son profil LinkedIn et lui pourrir l'existence, mais je leur ai dit de laisser tomber. Que la meilleure des vengeances était de bien vivre sa vie. Même si je mentirais en disant que je n'étais pas curieux de voir comment leur idylle de conte de fées allait évoluer. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps car dès la 3e semaine, le vernis a commencé à craquer, environ 3 semaines après le non-mariage. Des amis communs ont commencé à m'envoyer des nouvelles sans même que je ne demande rien, apparemment. L'amour rare et magnifique de Léa et Mathis se heurtait à de rudes réalités matérielles. D'abord, le boulot de consultant de Mathis est tombé à l'eau. Le poste pour lequel il était revenu à Lyon a été supprimé lors de coupes budgétaires et il s'est retrouvé soudainement au chômage sans aucun plan de secours. Léa était également sans emploi puisqu'elle avait démissionné de son poste de professeur des écoles en plein milieu de l'année. Ce qui est un véritable suicide professionnel dans l'éducation nationale. Car les écoles ne recrutent pas des gens qui abandonnent leurs élèves en plein mois de mai. Elle avait totalement brûlé ses vaisseaux et il se retrouvait à 2 adultes au chômage dans un 2 pièces à la Croix-Rousse qui coûtait une fortune par mois, épuisant rapidement les économies de Mathis. Une ancienne collègue de Léa avec qui j'étais restée en bons termes m'a envoyé une petite pépite en me racontant que Léa était passée à l'école pour récupérer ses affaires dans sa classe. Le bruit de ce qu'elle avait fait s'était répandu et personne ne voulait lui adresser la parole. Le directeur à peine daignait reconnaître son existence et quand elle a essayé d'expliquer à quelques collègues qu'elle avait enfin trouvé son âme sœur. L'un d'eux lui a littéralement lancé qu'elle avait abandonné des enfants de CM1 3 semaines avant la fin de l'année. Que ces gamins avaient pleuré quand elle était partie et qu'elle ferait mieux de ne pas venir lui parler d'amour. Elle est repartie en larmes car la communauté enseignante de la région l'avait complètement rejetée. Il s'avère que les gens n'ont aucun respect pour les adultes qui traumatisent des enfants en les abandonnant brusquement sans explication. Puis les publications sur les réseaux sociaux ont commencé. Léa postait des déclarations dramatiques sur leur amour avec des photos d'elle et Mathis se voulant spontanées et libres. Accompagnée de légendes sur le choix du bonheur plutôt que de la sécurité et sur le fait de suivre son cœur même quand tout le monde doute de vous. C'était de la surcompensation classique, car quand on passe son temps à crier au monde entier qu'on est heureux, c'est souvent qu'on essaie d'abord de s'en convaincre soi-même. Les commentaires étaient brutaux, un mélange de gens qui la remettaient à sa place, de déceptions exprimées et de personnes lui disant qu'elle faisait la plus grosse erreur de sa vie. Elle a passé tous ses profils en mode privé en quelques jours, mais des captures d'écran circulaient déjà partout. Mathis n'aidait en rien. Il postait des citations philosophiques sur la société conventionnelle qui ne comprendraient rien à la passion véritable, disant que le grand amour exigeait des sacrifices et qu'ils étaient comme une version moderne de Roméo et Juliette. Sauf que Roméo et Juliette finissent morts, mon pote, donc ce n'était pas la meilleure des comparaisons. Mais le vrai karma a frappé vers la 4e semaine quand l'ex-petite amie de Mathis qui vivait à Paris a découvert toute l'histoire. Apparemment il n'avait rompu que 2 mois avant son retour à Lyon et elle était persuadée qu'il faisait simplement une pause le temps qu'il stabilise sa carrière. Elle a commenté l'un de ses posts romantiques sur Léa en disant que c'était amusant de voir qu'il lui servait le même discours sur l'âme sœur alors. Qu'il lui disait la même chose à elle peu de temps avant. Ce post a fait l'effet d'une bombe et les gens ont commencé à recréer la chronologie des événements. Mathis menait des relations en parallèle, racontant une version à sa copine parisienne tout en poursuivant Léa avec son récit de grand amour. Les sœurs de Léa ont trouvé le message et le lui ont envoyé, d'après sa sœur Laura avec qui j'étais restée en contact. Léa a confronté Mathis qui a balayé cela d'un revers de main en disant que son ex était juste aigri et dramatique, un signal d'alarme énorme. Mais Léa était déjà trop engagée pour faire marche arrière, puis les problèmes d'argent sont devenus concrets. Mathis vivait sur ses réserves mais elle s'épuisait et il a commencé à faire des petits boulots de livraison comme Uber Eats ou Deliveroo. L'image du consultant à succès s'évaporait à vue d'œil. Léa a tenté de retrouver un poste d'enseignante mais chaque école où elle postulait appelait son ancien directeur pour une référence. Et ce dernier était professionnel mais honnête, expliquant qu'elle avait rompu son contrat sans préavis en abandonnant sa classe en pleine période scolaire cruciale et qu'il ne pouvait pas la recommander pour un poste avec des enfants. Le monde de l'éducation est petit et cette réputation la suivait partout. Elle ne trouvait rien à moins de 80 km et a fini par accepter un job de serveuse chez Starbucks. Il n'y a rien de mal à travailler dans les services mais c'est un retour à la réalité brutale quand on passe de professeur titulaire à barista parce qu'on a détruit sa réputation pour un type. À la 6e semaine, le château de cartes s'est effondré de façon spectaculaire. L'ex de Mathis est arrivé de Paris sans prévenir pour récupérer des affaires qu'il lui avait prises en partant et c'est Léa qui a ouvert la porte de l'appartement, d'après ce que Laura m'a raconté suite à un appel en larmes de Léa. L'ex a regardé Léa et lui a dit qu'elle lui faisait de la peine de croire à ses bêtises d'âme sœur.
car il utilisait exactement les mêmes phrases avec elle, mot pour mot. L'ex a sorti son téléphone et a montré à Léa des captures d'écran de messages de Mathis avec les mêmes citations de poésie et les mêmes promesses de destin comme un copier-coller d'une relation à l'autre. Ce type avait un véritable script. Un manuel pour faire croire aux femmes qu'elles étaient l'unique amour de sa vie. Léa a essayé de le défendre, mais l'ex ne s'est pas arrêté là et lui a parlé d'autres filles et même d'un mariage qu'il avait fait capoter à Bordeaux. Par le passé. Expliquant que c'était sa spécialité de trouver des femmes stables, de les convaincre de tout plaquer pour lui. Puis de s'ennuyer et de passer à la suivante dès que les problèmes d'argent arrivaient. L'ex est parti et Léa a confronté Mathis qui a fini par avouer d'autres relations tout en jurant que ce qu'ils avaient été différents. Mais le doute était semé. Elle a fouillé dans son téléphone pendant qu'il dormait et a trouvé des messages à plusieurs femmes. Des profils sur des applis de rencontres encore actifs et des discussions montrant qu'il s'était gardé toutes les options ouvertes depuis le début. Le coup de grâce a été de découvrir des messages entre Mathis et l'une de ses anciennes demoiselles d'honneur qu'il draguait depuis des semaines. Lui disant qu'elle gâchait sa beauté avec les mauvais garçons, Léa a pété les plombs, ils ont eu une dispute d'une violence inouïe. Les voisins ont appelé la police à cause des hurlements, les flics sont arrivés, les ont séparés et ont pris des dépositions. Mathis a déménagé le soir même pour aller squatter chez un pote à l'autre bout de la ville. Laissant Léa seule dans cet appartement qu'elle ne pouvait pas payer, sans boulot, sans économie et sans aucun soutien. Elle a appelé ses parents qui ont accepté qu'elle revienne à la maison mais en lui faisant comprendre qu'elle était la seule responsable de ce désastre. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois depuis des numéros différents et j'ai fini par décrocher car je ne reconnaissais pas l'appel. Elle m'a supplié en pleurant de lui parler, disant qu'elle avait fait la pire erreur de sa vie. Qu'elle avait tout gâché et jeté ce qu'elle avait de plus précieux pour un type qui l'utilisait. Je l'ai écoutée pleurer pendant 30 secondes avant de lui dire froidement que je n'étais plus son soutien émotionnel, qu'elle avait fait son choix. Qu'elle m'avait humiliée devant tout le monde et m'avait abandonnée devant l'hôtel avec un post-it. Et qu'elle avait même eu l'audace de se pointer à la réception avec son amant. Je lui ai dit que je n'avais aucune envie de l'aider à se sentir mieux face aux conséquences de ses actes. Elle m'a supplié en disant qu'elle n'avait plus personne, que tout le monde la détestait et que Mathis l'avait laissée sans rien. Je lui ai rappelé qu'elle avait tout, un homme qui l'aimait, un avenir stable. Des familles qui nous soutenaient et une carrière qu'elle prétendait aimer, mais qu'elle avait tout brûlé pour des belles paroles sur le destin. Je lui ai dit que c'était son problème. Elle a demandé si je pouvais pardonner après 3 ans de vie commune, mais j'ai répondu que ces 3 années avaient compté jusqu'au moment où elle avait décidé qu'elle ne valait plus rien. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro en ne ressentant rien d'autre qu'un immense soulagement. Les mois suivants ont été rudes, non pas parce que Léa me manquait, mais parce que je devais gérer les suites d'une humiliation publique. Les gens me regardaient avec pitié, mes amis essayaient de me caser avec leurs copines célibataires comme si j'étais un cas social. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail en acceptant des projets supplémentaires comme la direction d'un nouveau chantier d'élargissement d'autoroute, faisant des semaines de 60 heures pour ne pas cogiter. Ce projet était colossal avec un budget de 40 millions d'euros. Exactement le défi dont j'avais besoin, je me suis mis à la salle de sport à 5 heures du matin. Non pas pour l'esthétique mais pour évacuer mon énergie. Je soulevais de la fonte jusqu'à en avoir les bras tremblants et je courais sur le tapis jusqu'à ce que mes pensées se taisent. Je me suis mis sérieusement au VTT en sortant chaque week-end dans les monts du Lyonnais. J'ai rejoint un groupe de passionnés. Des gens qui ne connaissaient pas mon histoire et ne me traitaient pas comme une victime. C'était la meilleure des thérapies. Au 4e mois, j'étais dans la meilleure forme de ma vie et je m'étais construit un cercle social totalement déconnecté de mon passé. J'ai vendu la bague de fiançailles pour 6 000 € et j'ai utilisé l'argent pour m'acheter du matériel de vélo haut de gamme et me payer un séjour de rando dans les Alpes avec mon groupe. Ce voyage a été un véritable déclic spirituel. J'ai recommencé à voir des femmes de façon décontractée vers le 6e mois, juste pour des cafés ou des sorties, sans rien chercher de sérieux. Puis j'ai rencontré Camille via mon club de vélo en septembre. Elle venait d'Auvergne, elle avait grandi dans une ferme. Faisait de la compétition de trail et travaillait comme biologiste pour les parcs naturels. Elle était l'exact opposé du drame de Léa. On a tout de suite accroché de façon simple et naturelle, sans ce besoin d'intensité artificielle. Notre premier vrai rendez-vous a été une randonnée à l'aube dans le massif de la Vanoise. On a commencé à 3 heures du matin pour atteindre le sommet à 7h30 et regarder le soleil se lever sur les cimes en mangeant des sandwichs. Elle n'avait pas besoin de photos Instagram ni de validation sociale, elle profitait juste de l'instant. En décembre, nous étions officiellement ensemble. J'ai rencontré ses parents qui m'ont tout de suite validé en me trouvant solide et posée. Pendant ce temps, la vie de Léa continuait de s'enfoncer. J'ai appris par sa sœur qu'elle vivait toujours chez ses parents. Toujours célibataire et toujours au Starbucks car elle était sur liste noire dans toutes les écoles de la région. Martine m'a dit un jour en me croisant par hasard que Léa demandait souvent de mes nouvelles pour savoir si j'étais heureux. Martine lui avait répondu que je m'épanouissais et qu'elle devait tourner la page. Elle pleurait beaucoup. Non seulement pour moi mais pour tout ce qu'elle avait perdu, sa carrière, ses amis et sa dignité. J'ai été promu directeur de projet en janvier 2024 avec une belle augmentation et j'ai emménagé avec Camille en mars dans une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or avec un garage assez grand pour nos voitures et mes outils. Son chien, un berger australien nommé Ficelle, est devenu mon meilleur pote. Nous ne sommes pas fiancés, nous ne pressons rien, nous construisons juste notre vie à notre rythme. 1 an après le non-mariage.
Camille et moi étions à un salon de sport nature à Lyon quand j'ai reçu un message de sa sœur Laura avec une capture d'écran Facebook montrant Léa annonçant ses fiançailles avec un certain Bastien après seulement 4 mois de relation avec une légende sur le vrai amour qui vous tombe dessus. Quand on s'y attend le moins, Camille a rigolé en disant que 4 mois c'était à peine la période d'essai. 2 semaines plus tard, je suis tombée sur Jean-Pierre dans un magasin de bricolage et il m'a confirmé que Léa allait épouser son manager de chez Starbucks en octobre, mais que lui et Martine refusaient de payer quoi que ce soit pour ce mariage, expliquant qu'elle avait creusé sa propre tombe l'année dernière. Apparemment, Bastien avait 2 enfants d'un premier mariage et une ex-femme qui détestait Léa. C'était un sacré bazar. Jean-Pierre m'a redit que je faisais toujours partie de la famille et nous a invités pour le barbecue du 14 juillet. En juin, alors que nous étions dans la ferme des parents de Camille pour aider au foin, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était Léa qui avait récupéré mon numéro auprès de sa mère. Elle m'a annoncé qu'elle avait annulé ses fiançailles avec Bastien car elle se rendait compte que chaque relation depuis moi était un désastre et qu'elle passait son temps à comparer tout le monde à ce que nous avions. Je lui ai répondu qu'elle n'aurait pas besoin de comparer si elle ne m'avait pas planté devant l'hôtel. Elle a avoué qu'elle pensait chaque jour à ce post-it et qu'elle avait détruit sa vie pour un fantasme. Elle a demandé s'il y avait une chance mais j'ai dit non à tout, non pour se voir, non pour rester amie, non pour l'aider à se sentir mieux. Elle a pleuré en disant qu'elle se noyait et qu'elle avait tout perdu. J'ai simplement dit que c'était son fardeau et pas le mien avant de raccrocher et de retourner manger avec Camille qui m'a juste souri en me disant de finir mon sandwich car on avait encore du travail, c'est ce que j'aimais chez elle, pas de drame, juste la vie. Nous sommes allés au barbecue du 14 juillet chez Jean-Pierre et Martine avec Camille et tout le monde nous a traités comme si nous n'étions jamais partis. Sa sœur Michel m'a remercié d'être venue en disant que ses parents avaient perdu une fille ce jour-là mais qu'ils ne voulaient pas me perdre aussi. Léa cherchait maintenant du travail dans le sud de la France pour essayer de repartir de zéro là où personne ne connaissait son passé. Je me suis rendu compte en regardant Camille rire avec Martine que ce post-it jaune avait été en réalité le plus grand coup de chance de mon existence.